La psychiatrie a toujours été source de fantasmes. Notre imaginaire collectif est plein de ces fous, inquiétants, terrifiants, parfois violents, que l'on enferme dans des asiles pour mieux nous protéger du danger qui semble inhérent à leur folie. Pourtant, la réalité de la maladie mentale et de sa prise en charge est bien différente de ces représentations caricaturales. Hier comme aujourd'hui, derrière les portes des hôpitaux psychiatriques ou sous les diagnostics, se cachent des hommes et des femmes comme les autres, en rupture, en difficulté ou simplement en souffrance. Cette histoire ordinaire de la folie, c'est celle que nous racontent les archives de la psychiatrie. Les archives sont des sources essentielles pour écrire l'histoire de la psychiatrie. Mais elles sont aussi des sources exigeantes, qui imposent à l'historien ou à l'historienne de prendre un certain nombre de précautions, de suivre un certain nombre de règles et de procédures, ne serait-ce que pour y accéder. En effet, parce qu'elles sont anciennes ou rares, ou souvent les deux à la fois, les archives doivent être protégées. Elles impliquent donc des normes d'accès parfois strictes, des conditions de manipulation spécifiques, et finalement, un certain rituel. Ainsi, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, le processus passe par plusieurs étapes et implique certaines restrictions et divers usages. Première chose, il y en a qui vont venir juste pour voir, d'autres qui vont appeler, qui vont dire, bon, OK, on a telle affaire, telle recherche, et là, on leur donne la marche à suivre. Il faut, à ce moment-là, qu'elle fasse sa demande officielle au niveau du DSP, le directeur des services professionnels. Il faut qu'elle explique qu'est-ce qu'elle fait. Il faut qu'elle donne toute l'information nécessaire pour permettre au directeur de dire, ben OK, j'ai assez d'éléments, ben c'est correct, je donne accès. Mais il faut que ça soit clair, sa demande. Et puis, après ça, on prend un rendez-vous. Elle ne vient pas comme ça, comme un cheveu à la soupe, là. Après un rendez-vous, on lui montre, on lui explique qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Et puis, on s'arrange comme ça. Pour qu'on reçoive un étudiant ou un chercheur, on doit avoir l'approbation du directeur des services professionnels. Puis il y a un cadre de loi qui régit ça. Les lois aujourd'hui sont là pour protéger la vie privée des gens. Donc, c'est pas n'importe qui a accès à n'importe quoi. Après 100 ans, tu peux avoir presque n'importe quoi. Mais avant 100 ans, ça prend l'autorisation de l'usager ou un ordre de cours. Vraiment, il faut que ça rentre dans le cadre de la loi pour avoir un accès particulier. Puis même là, un accès, ce n'est pas un accès total. Tu n'auras pas tout le dossier. Oublie ça. Ça se fait pas. Une fois l'accès obtenu, d'autres règles d'usage s'imposent au contact des archives. Ce qu'on leur dit aussi, c'est d'être très respectueux de nos dossiers. Parce que il y a beaucoup de petits papiers dans nos vieux dossiers. Fait qu'il faut s'arranger. Vous le prenez comme ça, vous le remettez comme ça. Vous n'allez pas mettre une feuille que vous avez vue puis le déplacer ou le mettre de côté. Parce que non, pas de post-it. Parce que la colle, surtout dans nos anciens dossiers, ça déchire des fois ou ça reste là ou c'est pas de post-it. On met un papier, mais pas collant, rien de ça. Il y a certaines petites choses techniques là, qu'il faut qu'ils soient au courant. Là, parce que... Mais nos chercheurs sont assez... ils ont cette sensibilité-là là, au niveau de nos vieux dossiers. C'est des dossiers papier qui, j'imagine, vieillissent avec le temps. Donc, il faut prendre certaines précautions pour les consulter. Il faut absolument prendre de très grandes précautions. On met des gants de coton parce que même si on vient de se laver les mains, il y a toujours quelque chose sur nos mains. Toujours. Un gras, de la saleté. Fait qu'on prend des gants de coton. Puis il y a certains documents qu'on ne peut pas permettre aux gens à consulter. Ils sont trop fragiles, ils sont friables, ils tombent en morceaux. Les plus vieux documents, ceux de 1880, tout ça, j'essaie de les numériser à temps perdu, à ma retraite, pour essayer de les sauver, mais il y en a des fois, tu les prends, puis ça tombe en petits morceaux, et c'est perdu. Il n'y a pas rien à faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que quand le papier a 100 ans... Il en est de même à l'hôpital Montfort à Ottawa, où l'accès aux archives est strictement réglementé. Tout chercheur à l'Institut
peut demander de voir les archives. Et vous n'avez pas c'est pas une obligation d'être membre de l'Institut. On a plusieurs chercheurs externes qui viennent faire des études à Montfort, qui ne sont pas nécessairement membres de l'Institut. Ils doivent déposer une demande au comité d'éthique, comme dans tout. Et il y a une analyse de ce qu'on appelle de convenance, c'est-à-dire en quoi l'étude va imposer une surcharge sur certains services cliniques. Et c'est là s'il y a des coûts supplémentaires. Dans le cas des archives, évidemment, il y a des coûts minimums pour identifier les dossiers, les amener aux chercheurs ou à leur équipe de recherche, les assistants de recherche qui font le travail. Ça prend également un emplacement, donc une place pour qu'ils puissent consulter les dossiers. Et donc, ça se fait relativement bien. En Belgique également, des procédures existent qui sont toujours délicates et peuvent parfois être longues. Alors, il faut distinguer les archives qui sont conservées dans les centres d'archives officiels d'État, les archives de l'État, et les archives qui sont conservées par les institutions qui sont des institutions privées. Donc, pour avoir accès aux archives dans les institutions privées, il faut bien communiquer avec l'institution et lui faire comprendre que c'est intéressant pour nous de consulter les archives. Et c'est leur droit de refuser, de nous refuser l'accès ou de l'accepter. Mais refuser l'accès, c'est quand même rare. Ça arrive, mais ici en Belgique, on n'a pas trop de soucis. Les gens sont assez conciliants et... j'ai déjà entendu des histoires d'institutions religieuses qui refusaient qu'on consulte les dossiers, mais en Belgique, généralement, elles sont assez ouvertes, pour peu qu'elles aient conservé des archives. Donc c'est plutôt ça le problème, c'est que généralement, elles n'ont pas conservé. Au niveau de l'État, normalement, il faut attendre 100 ans pour consulter certaines archives sensibles. Par exemple, les dossiers de justice. C'est une question de respect de la vie privée des gens et c'est bien normal. On ne peut pas aller consulter comme ça, dire moi je veux avoir les dossiers des juges des années 70, donnez-les-moi que je les consulte. Non, il y a des restrictions, n'importe qui n'y a pas accès. Mais à partir de 100 ans, on y a droit. Sauf que nous, on est historiens, on a un diplôme et donc on peut faire valoir, voilà, je fais une recherche. Si on explique quelle est notre recherche, quel est notre but, ce qu'on va faire avec... Comment on va l'exploiter, par exemple au niveau de l'image. Donc maintenant, tout le monde a son petit téléphone et on peut photographier les archives. Donc là, c'est aussi une révolution dans la manière de faire de l'histoire. Donc là, si par exemple on dit, voilà, je vais prendre des photos, mais je les garde pour mon usage personnel, je ne vais pas les publier. Alors, on considère qu'on est professionnel et donc on nous fait confiance. Et donc, on a des autorisations pour consulter. Mais c'est complexe. Donc, les archives doivent donner l'autorisation, mais parfois les procureurs doivent aussi donner Il m'est déjà arrivé de devoir écrire au procureur pour avoir accès à des archives récentes. Mais donc voilà, c'est le travail de l'historien. Ainsi, généralement, et même si des différences subsistent en fonction des lieux de conservation mais aussi des pays, la consultation de dossiers d'archives suit toujours un processus semblable. Il convient tout d'abord de s'identifier avant de déposer ses affaires au vestiaire. Il faut ensuite préciser sa requête et les documents que l'on souhaite consulter. Les archivistes vont alors chercher les documents et nous les apportent à la table de travail, où seul l'ordinateur et les crayons de plomb sont autorisés pour éviter tout vol ou toute dégradation accidentelle des documents. Les gants de coton sont également souvent recommandés pour consulter les documents les plus anciens ou les plus abîmés. De plus en plus, désormais, les photographies sont gratuites et autorisées, et de nombreux chercheurs et chercheuses ne travaillent donc plus qu'avec un téléphone portable et une application de numérisation. Dans le cas des dossiers de patients, le processus implique également un travail, préalable ou a posteriori, de dénominalisation. Tout doit être dénominalisé. Et entre autres, là, la recherche avec Brian et puis Isabelle, ce sont sur des microfilms, on fait les copies. Et c'est mis sur une clé USB. Et là, avec PDF, tout ça, on s'en va assurer, on s'en va enlever tout ce qui fait qu'on peut reconnaître quelqu'un. Dans les archives de l'hôpital Montfort, j'avais accès directement au dossier patient. Donc, moi, j'ai eu accès au dossier avec les noms des patients, avec le numéro de dossier des patients. Alors, c'était ma responsabilité de m'assurer que
dans mes données, dans ma base de données à moi, qu'il n'y avait aucun numéro de dossier et que tous les noms allaient être dénominalisés. On le fait avec une équipe d'assistants de recherche en signant des formulaires comme quoi qu'on allait garder la confidentialité. Les démarches d'accès et de consultation des archives sont toujours exigeantes. Elles peuvent aussi être longues, parfois même fastidieuses. Mais, au final, le jeu en vaut bien souvent la chandelle. La patience et l'application que requiert l'accès à l'archive sont en effet presque toujours récompensées par les documents eux-mêmes. Le contact avec l'archive reste en effet une expérience unique et souvent marquante, en tout cas essentielle pour les historiens et les historiennes. Il y a quelque chose d'assez fascinant. Tu sais, parfois, j'appelle ça l'expérience charnelle de l'histoire. Parce qu'on ouvre des vieux papiers. Parfois, c'est des papiers qui n'ont jamais été ouverts depuis. Je ne parle pas des dossiers cliniques en psychiatrie, puisqu'il y a beaucoup de professionnels qui les ont ouverts, manipulés sur toute la période d'hospitalisation de la personne. Mais par exemple, les enquêtes du coroner que je dépouille depuis 10 ans maintenant, il y a encore les petits lacets parfois sur l'enquête qui a été fermée et qui n'a jamais été réouvert depuis, genre 150 ans, 200 ans. Donc, de faire attention et de réouvrir l'enquête. Et effectivement, parfois, à l'intérieur, on retrouve une lettre de suicide. C'est environ 5 % des dossiers qui en contiennent. Mais oui, il y a une trace. Je me rappelle d'une assistante de recherche qui est allée... la première journée, elle a ouvert un dossier. Il y avait une lettre de suicide de quelqu'un qui s'était coupé les veines et il y avait encore les gouttes de sang sur la lettre. Donc, il y a quelque chose qui te rapproche de la vie de ces individus-là. Des documents qu'ils ont touchés d'une certaine manière et que tu peux toucher toi aussi 50, 100, 150 ans plus tard. Et honnêtement, je ne peux pas écrire si je ne touche pas aux documents. Parfois, je reçois des documents numérisés, des PDF d'archives. Je les regarde comme ça, puis j'ai aucun intérêt. Honnêtement, j'ai aucun intérêt pour des archives numérisées. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'y aille, que j'ouvre les boîtes, que j'y touche, que je les lise. Et là, je commence à comprendre des choses, à avoir certaines interprétations. Le boulot, c'est quand je parlais d'expérience charnelle, là, c'est de se déplacer, d'être dans un lieu comme ça, en silence, sans avoir le droit de boire, de manger de la gomme, d'être là avec ton crayon plomb parce que les stylos sont interdits, etc., etc. Bien, ça t'amène ailleurs, réellement ailleurs et dans un endroit où tu vas penser l'archive avec l'archive, dans un lieu d'archive. Et donc, j'y tiens à ces lieux.